Bonjour et bienvenue au Parloir, un balado sur l'histoire du Québec. Pour cet épisode, je poursuis mon exploration de notre histoire en compagnie de Monsieur Benoît Grenier, professeur au département d'histoire de l'Université Sherbrooke. Monsieur Grenier s'intéresse au monde seigneurial au Québec, mais aussi à l'influence des femmes sous le régime français. Il a notamment écrit des livres tels que Brève histoire du régime seigneurial aux éditions Boréal et coécrit Femmes, culture et pouvoir aux presses de l'Université Laval. Il a gentiment accepté de nous parler de l'influence des femmes à l'époque de la Nouvelle-France et je vous souhaite une très bonne écoute. Quand on s'intéresse à l'histoire, on en découvre beaucoup sur les exploits et les découvertes faites par des grands hommes, mais le constat est clair, on veut aussi parler des femmes, on veut en savoir plus sur elles, et donc je vous remercie beaucoup, Monsieur Grenier, de bien vouloir nous parler de femmes aujourd'hui. Ça me fait très plaisir. Merci de m'avoir invité. Transportons-nous à l'époque coloniale en Nouvelle-France, au 17e et 18e siècle, et oublions un peu les Samuel de Champlain et les Jean Talon. Qu'est-ce qu'elles faisaient, les femmes, à cette époque? Quel était leur rôle typique? Évidemment, il faut peut-être faire quelques distinctions entre les temps des tout débuts de la colonie et le moment où on aura je dirais une société un peu plus, disons, mature, là, qui va tendre à ressembler aux sociétés européennes de l'époque. Mais si on pense aux femmes en contexte colonial, dans les campagnes près de Québec ou de Montréal, autour des années 1700-1720, on, on peut imaginer, bien entendu, que le quotidien d'une femme entre guillemets ordinaire, là, on pourra parler des femmes extraordinaires tout à l'heure, mais que leur quotidien est celui de ce qu'on appellerait généralement les tâches domestiques. Et ce qu'on entend par tâches domestiques est beaucoup plus complexe à cette époque-là que ce que l'on peut imaginer, c'est-à-dire que ce n'est pas exclusivement prendre soin des enfants, s'occuper des soins de la maison, le potager, tout ça. Évidemment, ça fait partie du travail des femmes, des épouses, donc d'être d'abord et avant tout des mères de famille, avec tout ce qui vient avec. Mais il faut rappeler qu'en Nouvelle-France, comme dans toutes les sociétés pré-industrielles, qu'on soit en Europe ou en Amérique, eh bien, jusqu'au 19e siècle, les rôles ne sont pas aussi distincts. Les rôles de genre ne sont pas aussi distincts que ce que l'on imagine. C'est-à-dire que vont se développer plus tard avec l'industrialisation, cette propension ou cette idéologie dite des sphères séparées, où l'homme va travailler le matin avec sa boîte à lunch et l'épouse est à la maison, s'occupe des enfants. Si on se rapporte donc à l'époque pré-industrielle, la famille, c'est un tout. La famille, c'est l'unité de vie fondamentale, hein, d'autant plus que rares sont les personnes, surtout en Nouvelle-France, qui peuvent aller à l'école. Alors, on apprend tout à la maison, on apprend tout auprès de ses parents, et donc la maison est une unité de vie, mais c'est aussi la famille, l'unité de production, c'est le lieu du travail. C'est-à-dire qu'on soit à la campagne comme paysan, eh ben tout se fait à la maison et sur la terre, autour de la maison, et l'épouse, donc la femme, et les enfants sont partie prenante de tous les aspects. Bien sûr, à l'intérieur de ça, ensuite, il y aura des situations ou des aspects qui sont plus féminins ou plus masculins. À la ville, les différentes professions, qu'on soit dans le monde du commerce, un marchand, un cabaretier, qu'on soit un boulanger ou un boucher. Alors là aussi, le lieu de travail, c'est le lieu où l'on vit. La boutique est en général hein, à la première accès à la rue et les épouses et encore une fois les enfants souvent vont apprendre auprès de leur père et de leur mère tout ce qu'il y a à savoir. Donc vraiment une collaboration, hein, une contribution, un travail collectif qui, malheureusement, il faut le dire, là, est souvent difficile à voir dans les archives parce que les femmes, et je vais y revenir tout à l'heure, les femmes sont souvent, je dirais, non pas absentes,
mais elles sont souvent difficiles à percevoir dans les archives parce que le droit, si elles sont mariées, les fait passer finalement sous l'autorité de leur mari. Et donc, quand il y a des documents écrits qui sont faits, par exemple devant un notaire, eh ben, on va peut-être mentionner l'épouse, mais en général, on ne voit pas ce qu'elle fait et comment elle le fait. Et c'est en général une fois que le mari est mort, lorsque la femme devient veuve, que on s'aperçoit qu'elle est tout à fait habile à faire tout ce que nécessite son ménage ou le travail de cette famille-là, parce que on la voit marchande, on la voit cabaretière, on la voit bouchère, parfois même. Donc, une grande diversité. Et le simple fait de savoir que ces femmes-là devaient élever entre 8 et parfois 15 enfants, quelque chose comme ça, Oui. je crois que même si l'histoire ne relate pas en écrit ce qu'elles ont fait, je crois que juste avec ce fait dans notre tête, on peut s'imaginer leurs exploits. Ben, évidemment, elles sont confrontées à une réalité qui est constante, là. C'est-à-dire que le mariage religieux chrétien à l'époque a d'abord pour objectif de faire naître des enfants, hein. C'est une unité de vie, mais c'est aussi une unité qui produit des descendants dont on a besoin d'ailleurs pour la vie à la ferme ou pour la vie dans l'entreprise familiale, quelle qu'elle soit. Alors, bon, en moyenne, effectivement, peut-être autour de entre 6 et 9 enfants par famille en Nouvelle-France. Évidemment, une moyenne, ça dit ce que ça dit. Il existe des couples sans enfants, des couples infertiles, ça existe en Nouvelle-France. On n'en parle pas beaucoup, il y en a. Puis il existe effectivement des couples qui vont avoir jusqu'à 18, 19, 20 enfants, mais ça, c'est plutôt l'exception. Avoir beaucoup d'enfants, à peu près un enfant aux 2 ans, là, en moyenne, pour les femmes mariées, là, c'est une femme qui se marie, par exemple, à 22 ans, aura, en moyenne, un enfant à tous les 24 mois jusqu'à l'âge de 40, 42 ans. En général, dernière grossesse autour de 40 ans. Alors, je vous laisse faire le calcul. On estime que c'est à peu près la moitié de ces enfants qui ne se rendront pas à l'âge adulte. Donc, la mortalité infantile, elle est importante. Peut-être un peu moins en Nouvelle-France qu'en France à cause des conditions de vie, mais faut pas idéaliser non plus. Donc, les connaissances médicales, les problématiques associées à l'accouchement et aux enjeux de la petite enfance, donc, sont nombreux. Une mortalité fréquente, soit à la naissance, soit dans les premières années, nombreuses épidémies en Nouvelle-France comme ailleurs, et par la suite, toutes sortes d'accidents qui peuvent arriver en cours de vie, incluant des noyades. On se noie beaucoup en Nouvelle-France parce qu'on passe notre temps à traverser des cours d'eau pour se rendre là où on doit aller, et la plupart des gens ne savent pas nager. Alors, effectivement, une vie familiale qui n'est pas de tout repos pour ces mères, qui vont parfois même y laisser leur vie. On estime que ce sont un peu moins ça peut paraître peu, là, mais un peu moins de 2% des accouchements qui se soldent par la mort de la mère. Bon, vous allez me dire, c'est pas beaucoup, c'est déjà trop. C'est beaucoup plus qu'aujourd'hui, évidemment, mais une femme, justement, va accoucher plusieurs fois dans sa vie. Alors, chaque accouchement est un potentiel risque et tout le monde en est bien conscient. On peut imaginer, parce que peut-être que notre mère, notre sœur, si c'est pas aussi près, ça va être une cousine, une tante, on connaît tous quelqu'un auprès de nous qui est morte en donnant naissance. Alors, bien entendu, on y pense à chaque fois. C'est à peu près 11% des mariages qui se soldent par la mort de l'épouse en donnant naissance à un enfant. Puis si on élimine les mariages où le mari meurt avant, c'est-à-dire si on ne regarde que les unions où c'est l'épouse qui meurt la première, eh bien, c'est 30% d'entre elles qui vont se terminer par la mort de l'épouse en donnant naissance. Évidemment, ce qui entraîne le veuvage du mari, très souvent un remariage, parce que je vous ai dit que les femmes veuves peuvent reprendre à peu près toutes les activités économiques de leur mari, à la ville comme à la campagne, même si elles peuvent avoir besoin d'un soutien masculin pour des tâches qui sont plus sont physiques. Mais à l'inverse, l'homme veuf, on ne s'attend pas dans les normes, dans les pratiques sociales de l'époque à ce qu'un homme s'occupe d'enfants en bas âge. Alors, le remariage est systématique ou presque là, chez les hommes jusqu'à 40, 50, 55 ans s'il y a des enfants relativement jeunes.
Donc, à moins qu'il y ait une grande fille, là, déjà en âge de prendre la relève de sa mère, ou une autre femme dans les environs, l'homme va se remarier. À l'inverse, dès qu'on dépasse 35 ou 40 ans, et ça, Josette Brun, l'historienne Josette Brun l'a bien montré, les femmes de la Nouvelle-France ne se remarient presque plus. Bon, attention, on pourrait peut-être imaginer que c'est une volonté de rester veuve et de maintenir les droits qu'on a maintenant, qu'on n'avait pas en étant une femme mariée, mais c'est aussi peut-être parce que la nécessité est moins grande et que les épouses, effectivement, peuvent reprendre les tâches que faisait leur mari. Ça fait seulement 9 minutes qu'on parle, mais vous avez donné des statistiques et des données qui remettent beaucoup les choses en perspective en relation avec la vie d'aujourd'hui. Oui. J'ai beaucoup de respect maintenant. Ben, je pense qu'on peut pas imaginer de nos yeux d'aujourd'hui, là, où est-ce qu'on vit dans des maisons, des appartements confortables avec plus que ce qu'on a besoin. Je pense que c'est inimaginable, les difficultés de la vie, bon, de ces colons, mais pas seulement des colons de la Nouvelle-France, des populations françaises, anglaises, allemandes, espagnoles, italiennes, anglo-américaines, des 17e, 18e siècle, parce que le travail, il est constant et il requiert tous les membres de la famille. Mmh. Et cette famille-là, quelle était sa structure? On sait que les sociétés autochtones avaient un système surtout matriarcal, je crois, mais qu'en était-il des colonies françaises de Ouais. l'époque? Ça, c'est une grande question. D'abord, je dirais que on a effectivement les Iroquoiens, non pas les sociétés nomades algonquiennes, mais les sociétés iroquoiennes. Et là, je suis pas du tout spécialiste d'histoire autochtone, mais les sociétés iroquoiennes étaient, dit-on, matrilinéaires. Hein? C'est-à-dire que la filiation passait par le clan de la mère. Les femmes avaient un rôle extrêmement important dans ces sociétés parce que c'était des sociétés, disons, sédentaires ou semi-sédentaires où la culture, l'agriculture était centrale. Cela dit, faut pas idéaliser non plus entre la matrilinéarité et le matriarcat, c'est-à-dire le pouvoir des femmes, une société où vraiment les femmes seraient dominantes. Ben, il y a une ligne, hein, et il y a eu toutes sortes d'images qui ont été formulées. S'il est vrai qu'il y avait beaucoup plus de liberté, d'autonomie, notamment sur le plan conjugal, là, puis des relations de couple chez les sociétés autochtones, il n'en demeure pas moins que la guerre, la diplomatie, d'aucuns diront les affaires politiques, là, pour utiliser un terme européen, demeuraient l'apanage essentiellement des hommes, même chez les autochtones. Cela étant dit, la société de la Nouvelle-France n'était certainement pas une société matriarcale, loin de là, pas plus que le Québec des 19e ou 20e siècle. D'ailleurs, on a écrit beaucoup de choses, on lit parfois des romans historiques notamment, je dirais, qui ont tendance à placer dans les personnages de la Nouvelle-France. Il y a beaucoup de romans qui se situent à l'époque de la Nouvelle-France. Là, il y a un engouement pour ça. Les Marie Laflamme et autres, là, qui ont tendance à placer, à donner aux femmes de la Nouvelle-France des positions ou une vision du monde qui est anachronique, qui est beaucoup plus près de notre vision du monde, d'une femme qui rêve d'être libre, qui rêve d'aventure, etc., puis qui n'accepte pas les structures sociales de son époque. Bon, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas place pour du pouvoir, mais le pouvoir, ça peut prendre différentes formes. Mais en France comme en Nouvelle-France, les femmes, si elles peuvent avoir du pouvoir, c'est-à-dire une certaine forme d'influence, n'ont pas le pouvoir. C'est-à-dire que tous les lieux de pouvoir, là, en guillemets, considérés comme importants à l'époque, que ce soit toutes les rôles qu'on peut jouer sur la sphère politique, juridique, scientifique, médicale, à l'exception probablement de la question des sages-femmes, tous ces rôles sont occupés par des hommes et ne peuvent pas être occupés par des femmes. On peut pas pratiquer le droit, on peut pas faire d'études à l'université de Paris pour devenir médecin. Évidemment, on imagine des femmes là, de milieux privilégiés. Donc, les femmes, plus elles sont, c'est aussi une question de structure sociale, hein, plus elles sont élevées dans la hiérarchie, plus elles pourront peut-être avoir le luxe et le temps pour jouer un rôle d'influence. Puis on a souvent parlé, par exemple, des maîtresses des rois, etc. Bon, mais là, on est dans l'anecdote plus que dans la réalité. La réalité, c'est que en Nouvelle-France, c'est la coutume de Paris
le système juridique qui est en place. Parce qu'en France, à cette époque-là, on n'a pas encore un code civil. Il va falloir attendre Napoléon pour avoir une unification du droit dans toute la France. Donc, la France est morcelée en différents systèmes juridiques. Et la France du Nord, dont proviennent la plupart des immigrants de la Nouvelle-France, c'est une France qu'on dit coutumière. C'est-à-dire que chaque région, et ça, il faudrait remonter au Moyen-Âge là, pour en revoir les sources, possède un corps de droit spécifique. Alors, là, je vous parle du droit civil. Alors, dans la région de Paris, c'est ce qu'on appelle la coutume de Paris. C'est celle qui va être transposée en Nouvelle-France, à l'exclusion de tout autre, justement parce qu'on a voulu qu'en Nouvelle-France, il n'y ait qu'un corps de droit. Et la coutume de Paris, à l'égard des relations matrimoniales, elle est claire. Elle fait du mari le maître et seigneur de la communauté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est marié, eh bien, l'épouse est sous l'autorité, on dira parfois l'incapacité, dans une position d'incapacité juridique, elle est sous l'autorité de son mari. Donc, elle n'a même pas la possibilité d'administrer ses biens, les biens, par exemple, qui lui viennent en héritage de ses parents. On dira que c'est ses biens propres, mais elle ne peut pas en disposer comme elle le veut. Bon, le mari ne peut pas faire ce qu'il veut non plus, il doit avoir l'autorisation de sa femme, mais vous voyez que c'est un carcan qui est complexe. Elle ne peut pas aller devant les tribunaux, elle ne peut pas, on dit, ester en justice sans l'autorisation de son mari. Elle ne peut pas signer un document notarié sans l'autorisation de son mari, ne faire quelques transactions d'importance sans l'autorisation de son mari. Alors, c'est pour ça que les actes notariés, les documents juridiques sont importants pour voir un peu comment tout ça se trame. Donc, non, c'est certainement pas une société matriarcale, c'est une société totalement patriarcale où certaines femmes, à des moments de leur vie ou dans certains contextes particuliers, vont avoir des formes d'autorité. D'accord? Et bien sûr, là, il faut pas se cacher, il y a des femmes qui ont plus d'autonomie, plus d'agentivité, on dira, donc plus de tendance à vouloir s'émanciper, mais il faut toujours être très prudent pour ne pas leur mettre dans la tête, surtout quand on n'a pas d'écrit de leurs mains là, qui nous disent ce qu'elles pensent, de leur mettre dans la tête des valeurs qui sont les nôtres aujourd'hui. Parce que je rappelle souvent à mes étudiants, l'anachronisme, c'est pas juste qu'un gladiateur porte une montre dans un film qui se passe dans l'Antiquité romaine. L'anachronisme, c'est surtout, d'abord et avant tout, de placer donc dans l'esprit des personnes qu'on étudie dans l'histoire des valeurs ou des préoccupations qui ne pouvaient pas ou qui pouvaient difficilement être les leurs. Et les femmes de cette époque-là, donc, vivent dans un environnement culturel, social, où on remet peu, il y a quelques rares exceptions en France ou en Angleterre, mais on remet peu en question ce patriarcat, ce système de domination masculine. Et donc, par conséquent, on ne pense probablement pas beaucoup à s'en affranchir. Donc, pour une réponse courte, certainement une société patriarcale, mais avec des exceptions. J'ai parlé des veuves tout à l'heure, donc l'exception qu'on voit le plus souvent, c'est qu'une fois que le mari est mort, ben là, l'épouse, elle peut à peu près tout faire, elle a les mêmes possibilités, quoique s'il y a des enfants en jeu, l'héritage, les biens, elle n'a pas la totale liberté d'en faire ce qu'elle veut, là, il faut toujours se soucier de protéger le patrimoine des enfants. L'autre exception, c'est les femmes célibataires. Quand on dit célibataire, il faut avoir atteint l'âge de 25 ans en Nouvelle-France. Donc, jusqu'à 25 ans, notons que les hommes et les femmes, ça c'est pareil pour les hommes, sont soumis à l'autorité des parents. Bon, et une fois mariés, on s'entend, la plupart des femmes se marient avant d'avoir 25 ans, en moyenne vers 21 ans en Nouvelle-France, 21-22 ans, un petit peu plus jeune qu'en France, mais pas aussi jeune. Ça aussi, on pourrait revenir sur ces mythes-là, des filles mariées à 12-13 ans. Il y en a eu, mais c'est loin d'être la norme, surtout au 18e siècle. Alors, une fois devenu, si on ne se marie pas, qu'on a 25 ans, alors là, on a une autonomie qui pourrait être complète. Mais encore une fois, attention, une femme de 25 ans qui n'est pas mariée a besoin de subvenir à ses besoins. Et si elle est de milieu fortuné, peut-être qu'elle pourra à ce moment-là avoir une forme d'autonomie assez importante, mais la plupart, et c'est pas pour rien qu'il y a très, très peu de célibataires, 4 ou 5% dans les campagnes à peu près, parce qu'une femme célibataire à la campagne, c'est considéré comme une bouche à nourrir de plus dans la maison. Parce qu'elle ne s'est pas mariée, elle n'est pas allée former sa propre famille, donc elle va être à la charge de ses parents et puis éventuellement de ses frères ou sœurs qui vont la garder. Donc, en théorie,
c'est une forme une possibilité d'exercer son autonomie, d'être célibataire, mais c'est très rare. Quelle autre exception? Ben, je pourrais vous parler des procuratrices. Une procuration, en Nouvelle-France, comme aujourd'hui, ben, vous avez besoin d'une procuration pour autoriser une personne de faire quelque chose en votre nom, aller chercher votre courrier au bureau de poste, ou je ne sais trop. Donc, à l'époque, une femme, comme un homme, peut recevoir procuration pour administrer les biens d'une autre personne. Et là, c'est intéressant, et avec ma collègue Catherine Ferland, il y a quelques années, on a regardé pour la ville de Québec au 18e siècle tous les documents notariés où une femme est procuratrice. Et ce qui nous intéressait, c'était de voir effectivement elles sont procuratrices de qui? Ben, on s'étonne pas, dans la très grande majorité des cas, les femmes obtiennent une procuration de leur mari. Pourquoi? Parce que les maris en Nouvelle-France, ben, ils sont très mobiles. Ils partent. Ils partent faire la traite des fourrures, ils partent à la guerre, ils partent dans d'autres colonies, ils font des affaires, les commerçants font des affaires avec la France, avec les Antilles. Et vous vous imaginez que quand on part de Québec en 1722, on part pas pour un aller-retour de 4 jours en avion, on part évidemment pour des mois. Et on ne sait pas quand on reviendra et on ne sait même pas si on reviendra. Alors, il faut s'assurer que nos affaires fonctionnent en notre absence. Et pendant l'absence des hommes, les femmes sont fortement mises à contribution à l'intérieur de la famille. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle que la famille, c'est un tout. Et puis que l'épouse, c'est souvent elle qui comprend puis qui connaît le mieux les affaires de son mari, même des affaires de grande importance, des marchands. Des marchands très, très fortunés qui vont choisir leur épouse pour s'occuper de leur affaire, autant que les seigneurs qui par exemple, ont de vastes terres à administrer. Donc, ces procuratrices, ce sont des cas, je dirais, intéressants pour montrer, c'est une fenêtre sur les femmes mariées qui, normalement, ne sont pas visibles dans les archives. On avait organisé avec une collègue française de l'Université de Toulouse, Emmanuelle Charpentier, on a organisé il y a quelques années un grand colloque international sur cette question-là du pouvoir des femmes quand les hommes sont absents. Et là, ça peut être pour toutes sortes de raisons, mais c'est souvent la guerre, des hommes emprisonnés, bon, etc., le commerce. Et on s'aperçoit bien que dans tous les contextes où les femmes sont sous la tutelle de leur mari, eh ben, l'absence des hommes, et en contexte colonial, c'est plus fréquent encore, mais l'absence des hommes génère à la fois des possibilités d'émancipation des femmes, mais, attention, à contrario, ça génère aussi de la misère, des difficultés, parce que ce ne sont pas toutes les familles qui ont des biens et des fortunes à gérer. Pour plusieurs, c'est plutôt la survie au quotidien en l'absence des hommes. Je pense par exemple aux femmes de marins qui doivent survivre en l'absence de leur mari pendant de très, très longs mois. Vous avez parlé, de femmes qui restent, célibataires un peu trop longtemps et vous avez parlé de survie, donc ça me fait penser au métier de femme de joie. Ouais. Est-ce qu'il y a de la documentation sur ce sujet en Nouvelle-France? Oui, on en a pour la Nouvelle-France. Il y en a plus, on connaît mieux la situation pour, je dirais, le 19e siècle. Là, on a une belle étude qui est parue récemment sur la prostitution à Montréal au 19e siècle. Mais pour la Nouvelle-France, ben, évidemment, il faut se rabattre sur les archives judiciaires qui vont nous montrer des procédures en justice qui vont évidemment parfois mettre de l'avant ces femmes qui vivent de la prostitution. C'est sûr qu'il y a de la prostitution parce que Québec est une ville de mobilité. Je dis Québec, mais bon, pas seulement Québec, mais Québec est la plus grande ville à l'époque. Et on a beaucoup de va-et-vient par les navires là, qui viennent à Québec, surtout au 18e siècle, mais ça va s'amplifier sous le régime britannique. On voit aussi parfois dans les archives de l'État civil, on devine plus qu'on ne la sait avec certitude, la prostitution par les naissances des enfants illégitimes. Évidemment, compte tenu des moyens de contraception à peu près inexistants au 17e siècle, 18e siècle, eh ben, des femmes qui vont parfois donner naissance à des enfants de père inconnus, ou la même femme qui va au cours de sa vie donner naissance à plusieurs enfants illégitimes. Là, on peut peut-être dans certains cas suspecter la question de la prostitution. Évidemment, la Nouvelle-France n'échappe pas à cette situation.
Quoique, il faut peut-être faire une petite nuance, parce que s'il y a un groupe de femmes dont on a beaucoup parlé et écrit pour la Nouvelle-France, ce sont les filles du roi, hein, ces immigrantes qui sont venues au 17e siècle, environ 800 à 900 femmes venues pour se marier et fonder des familles. Ben, on a écrit beaucoup de choses à leur sujet, et dès l'époque, en fait, hein, parce qu'on a un peu, on les a pointés du doigt et on a supposé qu'il s'agissait de filles de petite vertu, de filles de joie, comme on dit parfois. Mais ça fait longtemps maintenant qu'on sait bien que ces filles-là étaient des orphelines tirées des couvents et des hôpitaux parisiens ou de Normandie. Si parmi le lot, on a identifié quelques femmes qui peut-être avaient eu une vie qu'on qualifierait de dissolue en France, c'est l'extrême minorité, hein, dans le même ordre que la population générale des femmes. Donc, pour l'essentiel, c'était tout simplement des orphelines. Mhm. Donc oui, c'est ça. C'était une société plutôt inégalitaire, sans grande surprise. Oui. Mais j'ai lu que le ratio homme-femme était plutôt débalancé, surtout dans les débuts. Donc, est-ce que ça a donné quand même un certain statut de rareté ou de désirabilité chez la femme pour lui donner peut-être un avantage? Ouais, ça, c'est intéressant. C'est plus difficile, je dirais, pour l'historien de le mesurer. Hein. Par contre, je reviens aux filles du roi. Bon, il est vrai que jusqu'aux années 1660-70, même jusqu'à la fin du 17e siècle, on a un déséquilibre des sexes, hein, en faveur des hommes. Là, bon, évidemment, de 6 pour 1 ou 3 pour 1, là, ça dépend des années et ça dépend aussi qui on calcule. Parce qu'il faut faire attention, tous les hommes qui sont en Nouvelle-France, bon, dans notre esprit, c'est des migrants potentiels, mais pour plusieurs, ils sont là de façon temporaire, ils travaillent, ils vont repartir. Donc, des fois, on va dire 6 hommes pour une femme, mais il est clair que l'immigration du 17e siècle est une immigration essentiellement masculine, comme la plupart des phénomènes migratoires d'ailleurs. Donc, la venue des filles du roi dans les années 1663 à 1673 vise à contrecarrer ce déséquilibre. Et là, ce qu'on observe, en effet, et Marie de l'Incarnation, la fondatrice des Ursulines de Québec, l'a écrit, la première chose dont s'inquiètent ou dont s'informent ces filles à peine débarquées du bateau, c'est lequel des partis là a la meilleure propriété, hein, qui est le mieux installé. Bon, je suis pas sûr que ces femmes qui débarquent de Paris, même si elles n'ont pas vécu dans des très très bonnes conditions de vie, peuvent imaginer ce que ça va être de vivre dans une cabane en bois rond sur une terre qui n'est pas encore défrichée, mais elles en savent assez, en tout cas, pour s'informer de celui qui a peut-être le plus avancé dans son travail, dans celui qui a le meilleur avantage. Alors, et on voit certaines femmes signer des contrats de mariage, parce que vous savez qu'on se marie à l'église, mais avant de se marier à l'église, en général, en vertu de la coutume de Paris, on va passer devant notaire et on s'engage à se marier et le contrat nous donne tous les détails, je dirais, matériels de l'union. Qui apporte quoi? C'est là notamment qu'on va apprendre si la fille du roi a effectivement cette dot-là donnée par le roi, peut-être un coffre garni, bon, quelques objets. Qu'est-ce que le mari apporte? Bon, on met ça sur papier et on dit, le mariage se fera aussitôt que pourra devant notre très sainte mère, la Sainte Église apostolique, catholique, apostolique et romaine. Bon. Mais si on trouve un contrat de mariage, c'est pas une garantie que le mariage a existé. Et on le sait parce que certaines filles du roi vont annuler une fois, 2 fois, 3 fois des contrats. Et là, on peut très bien imaginer qu'il y a comme une surenchère. Quelqu'un vient la voir en disant, écoutez, moi, j'ai une meilleure position, vous allez être mieux avec moi. Je vous dis pas qu'il peut pas y avoir de l'attrait puis de l'intérêt autre, là, mais évidemment, ça, c'est difficile à documenter. Et en général, ces filles sont mariées 6 mois après leur arrivée, donc pas 3 jours après la descente du bateau, là, comme on l'a parfois dit ou écrit. Alors, oui, je dirais que les filles du roi, ces femmes, en contexte de déséquilibre des sexes, ont le gros bout du bâton dans le sens que c'est elles qui ont le choix. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est une situation enviable, hein, que de se marier dans un contexte comme celui-là avec un pur inconnu. Cela dit, le mariage n'est pas qu'une affaire de sentiments, hein, c'est d'abord une affaire, je dirais, d'entente entre les familles. Et c'est pas pour rien qu'on voit les familles d'artisans se marier entre elles, les familles de seigneurs se marier entre elles. Évidemment, on se marie avec les gens de son milieu, les gens que l'on côtoie, les paysans se marient entre eux. Alors, je dirais qu'à l'intérieur, à partir du moment où on reste dans son milieu social, les parents
surtout dans les milieux plus modestes, là, paysans, par exemple, vont rarement intervenir directement sur le choix d'un époux ou d'une épouse. Mais il est évident que lorsqu'on veut transgresser, par exemple, une noble qui voudrait épouser un roturier, un petit paysan, ben là, il risque d'avoir des actions posées par les parents. Ce qui nous rappelle effectivement que les parents ont l'autorité sur les enfants jusqu'à assez tard. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une femme de renom ou d'une femme qui s'est démarquée durant l'époque? Ben, ou une ou plusieurs, c'est pas facile j'y pensais ce matin. Vous avez commencé l'entrevue en disant, oublions les Samuel de Champlain et les Jean Talon de ce monde. Moi, j'aurais envie de dire, oublions aussi les grandes femmes que l'on connaît. C'est-à-dire que l'histoire de la Nouvelle-France, c'est quand même une histoire où les femmes ont eu une place, notamment parce que justement au 17e siècle, avec le déséquilibre des sexes, il y avait des possibilités. Je reviens aussi à votre question précédente. Donc les missionnaires, les femmes, les fondatrices, les Maries de l'Incarnation, fondatrices des Ursulines, Marguerite Bourgeois, fondatrice de la Congrégation Notre-Dame de Montréal, les Kateri Tekakwitha, dont cette femme iroquoienne convertie et qui va être canonisée là pour être morte en odeur de sainteté dans la communauté du Sault-Saint-Louis au sud de Montréal. Donc, toutes ces femmes-là, ça fait longtemps qu'on les met dans nos manuels scolaires. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents n'entendaient parler que d'elles, évidemment, dans une perspective qui idéalisait le rôle des congrégations religieuses puis de la religion catholique en Nouvelle-France. Pas besoin de vous dire qu'on est un peu ailleurs aujourd'hui. Alors, moi, je dirais, oublions un peu ces femmes-là, quoiqu'il ne faut certainement pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain et tout minimiser ce qui a pu être fait. Là, je pense aux écoles, notamment, puis aux hôpitaux. Mais ces femmes-là cachent d'autres femmes, des femmes plus ordinaires dans les communautés religieuses, hospitalières, éducatives, là, qui ont joué un rôle. Mais surtout, beaucoup de femmes ordinaires qui, elles, ne sont pas connues, mais qui sont présentes dans les archives, qui ne sont pas nécessairement des grandes femmes. Je me suis personnellement, moi, intéressé parce que je travaille sur le régime seigneurial, je me suis intéressé aux femmes de seigneurs. Et au début, comme à peu près tout le monde, je les observais, je m'intéressais à elles parce qu'elles sont les épouses pour m'apercevoir que les historiens avaient tendance, dans le passé, à ne pas les voir. Un peu comme on va présenter une lignée de rois, là, de père en fils. Là, on présente les lignées de seigneurs de père en fils, mais quand on se met à regarder ça attentivement, on s'aperçoit que souvent, les épouses peuvent être veuves pendant de nombreuses années et s'occuper des affaires de la seigneurie. Et parfois même, il y a des héritières, des filles de seigneurs où il n'y a pas de frères, qui héritent des seigneuries. Alors moi, je me suis intéressé à Marie-Catherine Peuvret, seigneuresse de Beauport au 18e siècle, à laquelle j'ai consacré une biographie en 2005. Chez Septentrion, parce que j'étais étonné, parce que là, évidemment, on parle pas d'une paysanne, on parle quand même d'une femme qui appartient à l'élite, une femme privilégiée, mais malgré ça, on l'avait complètement oublié dans l'histoire. Puis encore aujourd'hui, d'ailleurs, alors que les hommes de sa famille, son père, ses oncles, son grand-père, son mari, ont tous leur biographie dans les dictionnaires biographiques, leur nom de rue, etc. Elle, pas du tout. Alors que pendant près de 25 ans, après la mort de son mari, elle a administré toute seule ses seigneuries. Elle a été fréquemment en conflit devant la justice. Donc, elle a même, à la fin de sa vie, menacé justement son fils de le déshériter parce qu'il voulait épouser la fille d'un paysan de leur seigneurie. Donc, on voit que c'est une femme qui avait du caractère, mais peut-être aussi qui était peut-être une de ces femmes avec de l'agentivité qui souhaitait pouvoir comment dire, non pas passer la main à ses fils, parce qu'elle avait des fils, mais maintenir ce pouvoir. Alors là, évidemment, ce serait facile là, de faire un roman historique avec un personnage comme celui-là, mais vous voyez, même une femme comme elle, bien présente dans les archives, les historiens l'avaient, non pas, on peut pas dire dans ce cas-ci, les femmes ne sont pas dans les archives, c'est que les femmes sont dans les archives, comme dirait Micheline Dumont, les femmes ont une histoire, les femmes font l'histoire et les femmes sont dans l'histoire, mais on n'a pas voulu les voir parce qu'on ne les a pas cherchées. Alors là, c'est pas, je vous dis pas qu'il y a eu un complot masculin contre les femmes, mais au 19e, au 20e siècle, ça ne traversait pas l'esprit des historiens du temps que les femmes des sociétés plus anciennes aient pu jouer des rôles dans l'espace
publique. Justement, pourquoi? Parce qu'entre-temps, surtout au 19e siècle, on en était venu à adopter cette vision d'espace séparé où l'homme agit dans la sphère publique, dans l'espace public, et où l'épouse, la femme, agit dans la sphère privée. Alors voilà, c'est pourquoi moi j'ai voulu sortir Marie-Catherine Peuvray, qui a vécu entre 1667 et 1739, donc quand même jusqu'à l'âge de 72 ans. Et c'est à 70 ans passés qu'elle va finalement, je dirais, déléguer ses pouvoirs à son fils, largement majeur à cette époque-là, non sans conserver là, une part de l'autorité jusqu'à son décès 2 ans plus tard. Donc, une femme de l'élite. J'aurais pu aussi vous parler de Jeanne Badeau, épouse de Pierre Parent, pionnier de la seigneurie de Beauport. Jeanne Badeau, dont on sait qu'elle est active dans la carrière comme gestionnaire de la carrière de Pierre, de son époux. Alors, on pourrait dire une première femme d'affaires vraiment importante à l'époque de la Nouvelle-France. J'aurais pu vous parler d'Angélique Chenet et de Catherine Damien. On dit souvent que les célibataires sont rares, les femmes doivent se placer sous une autorité masculine. Eh bien, Catherine Damien, elle, va faire vie commune et mener ses affaires pendant plus de 20 ans avec Angélique Chenet à Québec. Ce sont deux marchandes. C'est pas très clair ce qu'elles font quand on lit les documents, mais de nombreuses traces nous montrent que ces deux femmes-là vivent ensemble, font vie commune. Bon, là, évidemment, on aimerait en savoir plus, mais les archives sont muettes à ce sujet-là. Et on sait que l'une d'entre elles, Angélique, ne s'est jamais mariée. C'est une femme célibataire, donc qui est maîtresse de ses droits. Et l'autre, son amie ou sa collègue, Catherine Damien, a d'abord été veuve d'un mariage qui a duré très peu de temps. Ensuite, elle s'est remariée. Et ce deuxième mariage, 14 ans après, elle l'a fait annuler pour cause, attachez-vous bien, pour cause d'incapacité de son mari. Donc, le mari est jugé impuissant. Alors, un mariage qui n'est pas consommé est jugé nul. Alors, on va annuler le mariage. On peut s'étonner que ça ait pris 14 ans. Et le mari est même interdit de se remarier et elle, autorisée à se remarier avec qui elle le voudra. Elle ne se remariera pas, mais fera le reste de sa vie avec Angélique Chenet. Et on apprend, en 1732, alors qu'elles sont âgées dans la soixantaine, que l'une fait procuration, je reviens à mes procuratrices, c'est comme ça que je les ai découvertes d'ailleurs, ces deux femmes, l'une donne procuration à l'autre qui s'apprête, selon le document, à aller mener des affaires dans les îles de l'Amérique. Les îles de l'Amérique, là, c'est les Antilles, c'est probablement Haïti aujourd'hui. Alors imaginez cette femme, 60 ans passés, qui quitte Québec en 1732, qui prend un bateau, où il y a certainement surtout des hommes, puis qui s'en va faire ses affaires dans les Antilles, donne le pouvoir à sa partenaire de vie et d'affaires de s'occuper de leur commerce en attendant. On ne dira pas que là, il n'y a pas une femme qui exerce une influence et qui mène sa barque, c'est le cas de le dire, en dehors de toute influence masculine. Ça existe. Il faut savoir les chercher, il faut les trouver dans les archives. Et là, il y aurait objet pour un beau roman historique que je ne lirai pas parce que j'aurais bien trop peur de voir ce qu'on ferait dire et penser à ces deux femmes. Donc là, on parle d'homosexualité, c'est bien ça? Les historiens et les historiennes, surtout, ont commencé depuis quelques années à parler, surtout les historiennes anglo-saxonnes, de ce qu'elles appellent parfois le lesbian-like. Donc, un genre, une forme de quelque chose qui nous donne l'impression d'être une vie, une pratique lesbienne. De deux femmes qui font vie commune, qui probablement font plus que vie commune. Malheureusement, malheureusement pour nous, mais heureusement pour leur intimité, on ne le sait pas, on ne s'affiche pas ouvertement, mais il est clair que il est plus facile pour deux femmes de faire vie commune. Et il y a toutes sortes de situations dans les colonies américaines, en Europe, où on a vu je dirais des ménages uniquement féminins et qui donnent à croire qu'il y a plus qu'une simple cohabitation. Bon, une fois cela étant dit, on peut rien faire de plus que spéculer, évidemment. Mais c'est sûr que l'homosexualité féminine, la notion d'homosexualité, elle est anachronique, là. On nomme pas les choses comme ça à l'époque, mais l'homosexualité féminine est certainement moins réprouvée
que l'homosexualité masculine, puisque elle est criminalisée. Et d'ailleurs, ce qui est le crime, c'est pas la vie commune entre deux hommes. Ça, personne l'empêche. C'est le crime de sodomie. Alors, les sodomites, comme on les appelle, donc peuvent être condamnés au bûcher. C'est le châtiment de mort. Et il y a des procès en Nouvelle-France, notamment des soldats qui sont condamnés. La peine souvent va être commuée en peine dans les galères, là, aller ramer sa vie durant. Je ne sais pas qu'est-ce qui est le moins pire entre ça et la peine de mort. Donc pour les hommes, c'est beaucoup, beaucoup plus normé et criminalisé. Et ça le sera d'ailleurs jusqu'à tard à notre époque. Vous pouvez aller lire l'historien et sociologue Patrice Corriveau qui avait publié un ouvrage sur l'homosexualité là, de l'époque de la Nouvelle-France jusqu'à aujourd'hui, puis qui nous rappelle un certain nombre de cas assez éclairants là-dessus. Mais l'homosexualité féminine, c'est encore plus secret, c'est encore plus tabou, mais à mon avis, il est clair que Angélique et Catherine ont pu faire leur vie ensemble sans que personne ne s'en soucie. Vous avez déjà donné des indices de réponse à ma prochaine question, ma prochaine et dernière question, mais j'aimerais quand même vous la poser pour bien clore et peut-être résumer un peu votre opinion. Est-ce que selon vous, la place de la femme a été négligée dans le chapitre de l'histoire du Québec? La réponse simple, c'est oui, surtout si on parle de l'histoire du Québec en général. Hein, puis il faut aller lire là l'ouvrage qui est maintenant déjà un peu ancien, le collectif Clio, Histoire des femmes au Québec depuis 4 siècles, dont faisait partie le collectif Clio, l'historienne Micheline Dumont. Donc c'est publié en 1982. Puis l'idée, des premières historiennes qui travaillent sur l'histoire des femmes, c'est de montrer que les femmes ont eu une place dans l'histoire, peut-être pas au même endroit et dans les mêmes espaces que les hommes, mais qu'il y a une histoire des femmes qui doit être faite. Cela dit, pour la Nouvelle-France, c'est un peu plus compliqué de répondre à la question parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, en effet, on peut pas dire que on n'a pas, et ça depuis toujours, donné une place aux femmes dans l'histoire de la Nouvelle-France. Pourquoi? Parce qu'au 17e siècle, c'est incontournable. Les fondatrices, les religieuses, donc à côté d'un Jean Talon et d'un Montcalm, eh ben on va voir une Marguerite Diouville, une Marguerite Bourgeois et une Marie de l'Incarnation. Et bien sûr aussi les filles du roi, c'est mères de la nation, hein, comme on les a parfois considérées, parce que sans elles, la colonie, là, sur le plan démographique, n'aurait certainement pas perduré. Mais cela dit, c'est un peu, et c'était le cas aussi dans l'histoire des femmes en général. Hein. On va dire, on a toujours parlé des femmes en histoire. Il y a Jeanne d'Arc, il y a la reine d'Angleterre, il y a la reine Élisabeth, Marie-Antoinette, Cléopâtre. Donc, cherchons les femmes héroïnes. On parle des femmes exceptionnelles, c'est-à-dire des femmes qui ont occupé des positions dans des contextes historiques spécifiques, et puis on parle d'elles parce qu'elles ont joué des rôles d'hommes, finalement, si je voulais caricaturer. Donc, en Nouvelle-France, reste que les femmes, en général, n'étaient pas si bien connues, loin de là. Par exemple, je vous parlais des célibataires tout à l'heure, là, un étudiant qui a fait une mémoire de maîtrise avec moi il y a quelques années, Jonathan Fortin, fait une très belle recherche sur le célibat féminin. En Nouvelle-France, c'est une question qui n'était pas encore du tout documentée. Marie-France Prévost vient de terminer une étude aussi qui devrait être publiée bientôt sur le travail des femmes en Nouvelle-France. Ça peut nous paraître banal, mais on dit des choses, on répète des choses, mais on n'a pas encore fait toutes les études qu'il faut faire. Donc, elle a pris le recensement de 1744 à Québec et elle regarde tout le monde, les chefs de famille déclarent un métier, et sur les quelques 5000 habitants de la ville, il y en a seulement quelques dizaines qui sont des femmes qui déclarent un métier. Pourquoi celle-là? Pourquoi déclare-t-elle un métier? On s'aperçoit que la plupart du temps, elles sont veuves. Et là, à partir de là, elle enquête sur ces métiers, sur ce que faisaient ces femmes. Et c'est là qu'on trouve que, bien sûr, les femmes peuvent être cabaretières, couturières, donc des métiers peut-être plus, disons, traditionnellement féminins, mais on retrouve aussi des femmes qui déclarent le métier de boulangère, bouchère, tonnelière. Donc, on voit, et je fais la boucle avec ce que j'expliquais au début, de la famille qui est une unité de vie, une unité de production, de travail, que les épouses sont partie prenante et qu'on les voit agir, surtout à partir de la mort de leur époux. Mais ça, je dis nous, c'est les historiens. Les habitants de la Nouvelle-France voyaient les femmes agir
dans le quotidien et ne se posaient pas de questions sur ce qu'elles faisaient et sur l'importance de leur rôle dans la société. Donc même s'il y a peut-être quelques lacunes, dans les manuels d'histoire, il est jamais trop tard, pour faire de l'histoire et vous avez encore du travail à faire, si je comprends bien. Absolument, il y a encore de la place pour de nombreuses études en histoire des femmes, mais comme en histoire de la Nouvelle-France. D'ailleurs, il faut dire hein, que alors qu'autrefois, puis on pense à nos vieux manuels scolaires, l'époque glorieuse des commencements, c'est surtout à cette époque-là sur laquelle on se penchait. Depuis, je dirais, quelques décennies, on donne plutôt dans l'histoire contemporaine. J'ai rien contre, mais il y a de la place pour retourner à certains travaux hein, qui sont aujourd'hui datés puis qui mériteraient d'être reconsidérés, notamment en considérant les questions de genre et de relations entre les sexes. Benoît Grenier, merci beaucoup pour votre éloquence et votre passion envers le sujet. Merci. C'est moi qui vous remercie.